Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre émission mensuelle de Raison pratique et encore plus heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai avec moi Monsieur Ali Moussa Iyé qui dirige le programme Route de l'esclave à l'UNESCO et qui est de passage à la Martinique parce qu'il est invité du colloque qui se tient actuellement sur les conséquences psychologiques de la traite de l'esclavage. Voilà, donc je vais le laisser beaucoup parler. Vous n'êtes pas en direct pour lui poser des questions. Je vais essayer d'être médiatrice de ces questionnements que je connais pour faire partie de nous, de la société. Et puis, écoutez, prêtez une oreille attentive aux sources qu'il va vous donner, au site également de l'UNESCO qu'il faudra aller visiter, aux outils qu'il construit avec d'autres pour nous aider à nous approprier notre histoire et surtout à avoir des supports agréables à voir d'abord et à utiliser pour nos élèves, nos jeunes dont nous savons qu'ils aiment aujourd'hui, qui sont très pris adeptes de l'image et que c'est vrai que les savoirs que nous avons à faire passer passent par l'image notamment. Donc, Monsieur Moussa Iyé travaille à la construction de ces outils et il va vous en dire quelque chose, en tout cas vous présenter quelques-uns de ceux qui sont les plus nouveaux, mais il y en a qui existent déjà. Il suffira que vous alliez sur le site de l'UNESCO dont nous allons vous donner l'adresse tout à l'heure. Voilà. Alors, Monsieur Ali Moussa Iyé, bonsoir ou bonjour, ça dépendra à quel moment nos téléspectateurs verront l'émission. Bonjour Juliette. Alors voilà, donc vous êtes de passage, c'est bien ce que j'ai dit? Vous êtes de passage? Oui, de passage, et c'est la première fois que je viens à la Martinique et j'étais vraiment impatient de découvrir la Martinique. Je connaissais un peu la Guadeloupe, je connaissais quelques autres îles des Caraïbes, mais je ne connaissais pas la Martinique, donc ça a été l'occasion pour moi de découvrir cette île. Parce que je suis venu pour à l'occasion de la conférence internationale sur les conséquences psychologiques de l'esclavage. Mais c'est une île que, en fait, je connais parce que l'un des auteurs qui m'avait marqué dans ma jeunesse, c'est Frantz Fanon, bien sûr, que j'ai lu quand j'étais jeune, africain, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et un peu plus tard, Aimé Césaire, bien sûr. Donc, pour moi, la Martinique était associée aussi à ces deux grands auteurs et grands penseurs qui ont changé ma perspective sur le monde, sur moi-même, sur les autres. Donc, je suis très, très heureux d'être là. Eh bien, bienvenue, mais même si on le perd déjà demain parce qu'il est de passage, ça veut dire que voilà, c'est le temps du colloque qu'il est là. Il n'a même pas de temps à consacrer à une visite, à faire un petit tour, même en sightseeing de la Martinique. C'est dommage. La prochaine fois, ça vous donnera envie de revenir, puisqu'il paraît que la Martinique, c'est l'île des revenants. Ah bon? Oui, c'est ce qu'on dit depuis quand même la nuit des temps, enfin depuis que les colons ont pris possession de la Martinique et que les voyageurs, ils sont revenus sans arrêt. Alors je ne sais pas si elle a le même attrait encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un mot qui reste. Alors, donc, pour la conférence internationale, vous avez une intervention. Vous êtes là en tant que représentant du programme. La route de l'esclave. La route de l'esclave de l'UNESCO. De l'UNESCO. Et donc, on a appuyé cette conférence qui est en fait prolonge un travail qu'on avait commencé il y a quelques années. En 2010, on avait fait un panel de discussion aussi sur le même sujet, les conséquences psychologiques à Toronto, au Canada. Je crois que Juliette, vous y étiez. Oui, tout à fait. Et donc, on avait déployé, c'est un sujet, c'est une histoire où il y a encore un champ de recherche incroyable. Donc, je pense que là, d'après les échanges qu'il y a eu ce matin, c'est vraiment, le sujet est encore assez brûlant. Et il y a aussi des recherches qui avancent depuis la dernière fois. Et donc, c'est une conférence qu'on a soutenue. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu. Alors, ce sujet brûlant, c'est-à-dire parler des conséquences psychologiques de l'esclavage, c'est bien d'avoir souligné que vous aviez commencé déjà au Canada, donc à Toronto.
C'était 2010 ou 2011 ? 2010. C'était 2010. Et donc moi j'avais été amenée à parler du défrisage du cheveu crépus comme une séquelle psychologique de la traite, puisque c'est dans ce système esclavagiste que cette pratique a vu le jour. Et les travaux de comparaison ont permis de vraiment établir le lien entre la pratique dite esthétique et les conditions dans lesquelles les femmes, essentiellement les femmes noires, étaient placées, qui faisaient qu'elles n'avaient pas accès donc aux accessoires et aux techniques, aux produits qu'il leur fallait pour entretenir leur beauté. Et donc ça a donné lieu à un livre. Enfin, c'est un colloque qui a été dont les actes ont été publiés donc en 2011 du coup. Voilà. En anglais, mais le projet existe de le faire programmer et de le faire traduire en français. En français. Et en espagnol? Non, pour le moment, en français, on est en train de voir si on pourrait traduire les actes de ce travail en français. Oui. Mais je pense que les actes de ce colloque-là aussi doivent être mis à la disposition du public et j'espère que les organisateurs vont y consacrer. Mais je crois que c'est un sujet plus que jamais d'actualité parce qu'on s'est rendu compte avec toutes les différentes réunions que nous organisons dans les différentes régions du monde, combien on a fait ce constat que sans une meilleure compréhension de ces conséquences-là, on ne peut pas réellement avancer. Et on ne peut pas comprendre les rapports sociaux qui structurent encore les sociétés post-esclavagistes. Le caractère un peu conflictuel aussi de tout ce qui concerne les questions identitaires. On sent que les gens ne sont pas apaisés, mais dans nos sociétés, on s'est beaucoup appliqué quand même à écarter ces questions. Et je pense que c'était une posture aussi qui n'a pas permis de prendre assez tôt en charge les difficultés relationnelles ou bien même identitaires que nous avons, mais alors mieux vaut tard que jamais, mais il est vrai que la nécessité se fait sentir parce qu'aussi dans le domaine des neurosciences et puis de ce qui est abordé aujourd'hui, des outils qui permettent d'appréhender les séquelles, donc les traductions épigénétiques, génétiques de ces causes, de ces traumatismes, puisque c'est une situation traumatique, aujourd'hui nous permettent peut-être de prendre les choses plus au sérieux. Tout à fait. Je pense que ce qui avait été pressenti par les écrivains, les artistes, les historiens, les anthropologues, et aujourd'hui confirmé par les sciences dures. C'est vrai qu'il y a réellement une inscription dans le génome et dans le patrimoine génétique des traumatismes graves qui subit. Et l'esclavage est étayé, enfin, le traumatisme tout le long de la vie des victimes ont été des traumatismes vraiment très sévères. Donc, je crois que comprendre ça, c'est très important parce que c'est important, pas seulement pour les étudier, mais c'est important pour tous les décideurs dans la société, aussi bien les décideurs politiques, les acteurs sociaux, les éducateurs, les médias. Tout ce monde-là doivent comprendre parce que c'est si ils ont envie de contribuer à un meilleur vivre ensemble, s'ils ont envie de contribuer à une société apaisée, à la réconciliation nationale, à la cohésion. Je crois que c'est des conséquences dont il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas cacher. Et plus on le cache, plus je pense que les choses s'alourdissent et plus ça devient encore plus, ça nous revient encore plus fort. C'est ça. Donc ça, c'est les syndromes collectifs et doivent être appréhendés parce que chacun en souffre dans sa chair, dans la vie de tous les jours. Et je crois que ces conséquences ne concernent pas que les descendants des victimes de l'esclavage, mais aussi les descendants des esclavagistes qui, à leur manière, ont été traumatisés par ça et que parfois certains de leurs comportements, de leur frayeur, de leur peur, de leur renfermement peuvent être expliqués par aussi ce traumatisme-là. Et je crois que le temps est venu de voir ça ensemble. Parce que c'est un problème psychologique qui concerne les deux camps, d'en parler franchement pour vraiment contribuer à une réconciliation. C'est dans ce sens-là que le projet La Route de l'esclave de l'UNESCO réellement appuie ce genre de démarche parce que ça contribue à la paix durable, ce que nous appelons la paix durable et la réconciliation. Alors,
pour que vous peut-être compreniez un petit peu mieux ce dont nous débattons là, il est question de considérer que l'esclavage que nous voulons envoyer sous le tapis parce que, soi-disant, c'est une histoire passée, n'est pas dépassé. Justement parce que notre peuple vit cette histoire-là de manière traumatique, mais inconsciente, parce que nous n'avons pas mis de mots sur ces traumas et nous ne les avons pas traités, j'allais dire, objectivement. Il est question très souvent dans notre société d'écarter de manière tout à fait arbitraire tout ce qui, soi-disant, serait source de conflits dans une société qu'on veut apaiser. Mais comme le dit M. Moussaïe, on n'apaise pas en cachant ou en refusant de discuter de ce qui est à discuter parce que nous sommes des adultes et que l'esprit, le cerveau humain a besoin qu'on lui donne des explications pour se satisfaire et trouver parfois des formes d'auto-réparation, d'auto-conviction, parce que les gens comprennent mieux ce qui leur arrive. Alors, lorsqu'il vous dit que les choses sont épigénétiques, aujourd'hui on a découvert que des peuples soumis pendant un certain temps aux mêmes violences vont finir par comment est-ce qu'on va dire ça, ces violences vont finir par s'inscrire presque génétiquement dans l'individu, et quand on parle d'épigénétique, ça signifie que ça va passer aux générations suivantes et s'inscrire dans les gènes et produire des comportements qui sont étonnants dans la mesure où les personnes qui les manifestent ne les ont pas vécues directement. C'est pour ça que c'est assez, comment on va dire ça, naïf de croire que parce que ceux qui étaient en contact direct avec l'esclavage sont ceux qui ont subi les traumatismes directement, il est naïf donc de croire que ces traumatismes disparaissent avec ceux qui les ont vécus et qui sont morts, qui ont disparu. Au contraire, la descendance, on le voit, à travers les transmissions transgénérationnelles, trimballe, on va utiliser un mot un peu trivial, trimballe avec soi, c'est séquelles. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, je pense que bien sûr, il y a la transmission de génération à génération, c'est important, mais ce qui est bien de savoir, c'est que c'est réversible. C'est ça. C'est pas irréversible. Absolument. C'est-à-dire que c'est parce qu'on en a parlé, on en a discuté, on a mis les mots qu'il fallait, on a eu les thérapies qu'il fallait, que ça pourrait, c'est réversible, donc on peut le surmonter et les dépasser. Oui, on peut les dépasser. Donc, c'est pas en cachant qu'on va prendre en charge ces problèmes-là, c'est bien en les mettant dans l'espace public, en les traitant avec les scientifiques et les spécialistes, mais surtout en écoutant aussi la douleur de ceux qui ont vécu cette histoire de manière traumatique. Donc, il y a les problématiques épigénétiques, transmissibles, etc., mais il y a aussi donc les compétences qui sont aujourd'hui disponibles pour traiter ces problématiques. Alors, avant qu'on aille plus loin, vous avez vu, donc M. Ali Moussaïe est responsable du programme La Route de l'Esclave à l'UNESCO. Vous voulez nous dire, vous avez dit en tant qu'Africain, vous êtes de quel pays? Alors, je suis de Djibouti. Mais dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle la Corne de l'Afrique, en fait, je suis Djibouti, Éthiopie, Somalie, donc cette partie de... La partie la plus ancienne de l'Afrique. Oui, c'est là où on dit qu'on a les berceaux de l'humanité. Absolument. Et peut-être les Lancelles, parce qu'il paraît qu'il y a un océan qui va en train de se constituer dans cette partie-là, mais la plaque tectonique est en train de s'écarter, mais bon, on a encore quelques millions d'années, je pense. Donc je suis de cette région de l'Afrique qui a connu aussi l'esclavage et qui a du mal, il faut le dire, à le reconnaître et à l'étudier, parce que tout l'esclavage autour de la mer Rouge vient a affecté les populations d'Éthiopie, de Somalie. Donc les arabo-musulmans, la traite arabo-musulmane. Voilà, c'est ce qu'on appelle la traite orientale, oui, donc qui a affecté les populations de l'Éthiopie et de la Somalie, qui sont essentiellement été déportées vers les pays du Golfe, vers le pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, donc en Iran, en Turquie,
Libye, en Syrie. Où il y a des composantes noires, oui, des Iraniens noirs, il y a des Afro-Iraniens, des Afro-Pakistanais, des Afro-Turcs, des Afro-Sri-Lankais. Il y a toute une diaspora africaine en Asie et des Afro-Indiens. Et je crois que ceux qu'on connaît, et en plus qui ont des parcours, les Sidi. Ce qui est intéressant, c'est que la trajectoire de ces diasporas africaines qui sont venues parfois, pas toutes ne sont pas venues de l'esclavage, parce que certaines étaient sont venues dans cette région avant l'esclavage, en tant que commerçants, en tant que soldats, en tant qu'administrateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces parties du monde, la diaspora africaine a joué parfois des rôles importants. En Inde, par exemple, tout le sud de l'Inde, pendant au moins 2 siècles, c'était des Afro-Indiens qui gouvernaient. Et on le voit dans les musées quand on va en oui, et qui ont construit des mosquées, qui ont construit des fortifications, qui ont apporté et qui ont défendu cette région-là du sud de l'Inde contre les invasions justement arabes, mongoles. Donc ils ont joué un rôle important. Et les Dravidiens sont des Noirs. Et ça, c'est bien avant, c'est l'immigration bien avant qui aussi constitue le soupassement de la population en Inde, indienne et aussi d'origine africaine. Donc c'est très important de connaître un peu, d'avoir cette géographie de la diaspora africaine et la diversité des situations. Donc on peut citer le premier DVD, ou c'est un CD, que la route qui retrace cette histoire dont vous parlez, qui est très très bien fait et qui est, alors pour les gens qui veulent avoir accès très vite, une vision globale de ce phénomène, ce premier CD qui s'appelle Route de l'esclave. Les routes de l'esclave, une vision globale. Ça c'était un premier film qu'on avait fait pour justement aider à montrer cette globalité du phénomène et tous les implications politiques, sociologiques, culturelles de cette tragédie, donc, pour le grand public. Et puis on a fait un deuxième film plus court, mais beaucoup plus concentré, mais là c'est vraiment pour les jeunes. D'ailleurs les scénarios, on les a travaillés avec des écoles, avec des jeunes, pour voir quelle serait la meilleure manière de transmettre ce message-là et ces connaissances-là, qui elles, bien sûr, s'appuient sur des recherches scientifiques, sur les recherches des historiens. Le premier CD aussi, le premier film est très documenté. On vous dira tout à l'heure, il faut aller sur le site de l'UNESCO et il est à disposition gratuitement ou il faut... Il est gratuit, on met à la disposition de tous les publics et surtout, et là je m'adresse aux enseignants qui voudraient utiliser, ces films-là sont vraiment à votre portée et vous pouvez les télécharger à partir de notre site, les utiliser. On a même pour chaque film, on a un petit livret pédagogique qui accompagne pour aider justement les enseignants à répondre aux questions que le film susciterait. Voilà. Alors c'est toujours présenté de manière tout à fait apaisée. C'est de l'histoire, ce sont des faits historiques qui sont traités et vous allez gagner à les visionner, à les revisionner parce que dans notre pays, nos populations nous disent très souvent qu'ils n'aiment pas lire. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour vous aider quand même à accéder à votre histoire, malgré le fait que beaucoup d'entre vous n'aimez pas lire. D'accord? Alors, donc comment vous sortez de Djibouti pour arriver à ce programme Parfois par le hasard, mais le hasard ne se fait jamais tout seul, hein, comme vous le savez. C'est ce qu'on dit, oui. Oui, bon, en fait, moi j'avais lu Frantz Fanon quand j'étais jeune, même écolier, je pense, j'étais encore au lycée. Ça m'avait tellement bouleversé. Peau noire et masque blanc, ça m'a aidé. En plus, à l'époque, on était dans une situation coloniale à Djibouti. Parce que Djibouti, on a eu l'indépendance en 1977. Donc j'étais en pleine situation coloniale et vraiment, elle m'a ouvert les yeux. Donc, après, j'ai fait des études en France, mes études de sciences politiques. Des études de sciences politiques. Après, je me suis retrouvé par aussi un cheminement personnel à l'UNESCO, où je m'occupais du suivi de la conférence mondiale contre le racisme de Durban.
D'accord. De 2001. De 2001. Donc, j'étais dans une unité qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait l'unité de lutte contre le racisme et la discrimination. Et c'était sa fonction essentielle était de faire le suivi de Durban pour ce que l'UNESCO pourrait faire. Et c'est à la suite de cela, donc automatiquement la lutte contre le racisme, les préjugés raciaux, les discriminations nous amenait à travailler sur l'histoire et sur l'esclavage. Et puis après, le programme de la route de l'esclave existait, hein, c'est un programme qui a été lancé en 1994. Mais quand le directeur est parti, c'était Doudou Diène? C'était Doudou Diène, et puis il y avait après un autre directeur de Suriname. Et quand lui-même est parti à la retraite, donc j'ai postulé, et en fait, comme je travaillais déjà sur la question du racisme et de l'esclavage, donc il y avait une cohérence, une logique. C'est pour ça que je suis... donc je me suis... Donc vous vous en occupez depuis plusieurs années? Oui, alors ça fait quand même, oui, depuis 16 ans maintenant. 16 ans. Oui, depuis 16 ans. Et dans cette unité que je dirige, cette section que je dirige, on s'occupe aussi d'un autre projet qui est très important, qui est l'histoire générale de l'Afrique. Tout à fait. Alors, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est l'unité de... Pourquoi est-ce que l'unité de lutte contre le racisme et la discrimination a disparu? A été... Bon, vous savez, dans l'UNESCO, il y a toujours... disons que c'est remplacé. L'idée même, la lutte contre le racisme et la discrimination n'a pas disparu, mais elle a été remplacée. Par exemple, on avait créé à l'époque une coalition internationale des villes contre le racisme. L'UNESCO a pensé que peut-être le meilleur moyen, le meilleur espace pour lutter contre ces fléaux serait peut-être au niveau de la ville. Donc on a concentré nos efforts sur la ville. Donc il y a eu cette coalition. Après, il y a eu des restructurations du secteur qui était en charge. Toujours est-il que... en tout cas, ces problématiques continuent à être... Bien sûr, les problématiques, elle est portée par différents programmes, y compris dans celui dont je m'occupe maintenant, qui est donc la route de l'esclave, qui s'occupe aussi des conséquences dans les sociétés contemporaines, actuelles, des séquelles actuelles et comment les dépasser. Donc, d'une certaine manière, on travaille aussi sur la question du racisme et des discriminations. Et alors, comment, donc, dans votre unité, vous vous occupez des questions propres à l'esclavage, pas seulement transatlantique? Pas seulement transatlantique, bien sûr. Vraiment, on essaie de manière globale de montrer que c'était un phénomène global. C'était, on dit, une des premières mondialisations, en fait, de l'humanité. Et comment ça touche donc l'océan Indien, les pays, l'Asie, le Moyen-Orient, et aussi ce qui s'est passé en Afrique, avec les différentes formes de servitude qui existaient. Donc c'est vraiment une vision globale qu'on essaye de donner. Mais dans cette vision globale, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la question de la traite, de la TNT, traite négrière transatlantique, soit un peu diluée, parce que c'est quand même une traite très spécifique? Non, elle n'est pas diluée du tout. Bon, d'abord, c'est pour laquelle on a beaucoup de documents et beaucoup de travaux. Donc non, elle reste encore vraiment au cœur des activités du projet La Route de l'esclave. Parce que dans le premier film, cet aspect-là est bien mis en avant. On explique bien pourquoi ça n'est pas une traite à traiter, un esclavage à traiter comme les autres. De par son caractère alors racial, hein, puisque ça s'est appuyé sur... organisé, son ampleur, bien sûr, et aussi toute les procédures d'imposition. Non, la traite transatlantique la déshumanisation aussi de l'esclave. Et tous les discours de déshumanisation, de justification. Non, c'est la traite juridiquement, la production de statut juridique qui n'a pas existé dans les autres esclavages. Non, elle n'est pas marginalisée du tout. Elle est vraiment encore une place importante dans ce conflit. Parce que l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui à porter ces questions d'une seule voix, c'est que effectivement il y a cette tentative, non seulement dans nos régions, de dire que les Africains sont responsables de l'esclavage, mais également que il n'y a pas qu'eux qui a été mis en esclavage. D'ailleurs, le mot slave le mot esclave vient de slave, etc. Et on sent bien qu'il y a peut-être encore une volonté, ou je ne sais pas si, parce que cet aspect spécifique de l'esclavage transatlantique n'est pas
pas assez expliqué. Il y a peut-être une difficulté aussi pour certaines personnes à réaliser que c'était une forme d'esclavage spécifique. Donc, tout ce qui peut expliquer ces problématiques est bienvenu. Alors, donc, vous continuez, vous dites depuis 16 ans à peu près dans ce programme, vous avez senti des avancées, des prises de conscience, parce que vous vous déplacez beaucoup dans le monde, vous allez porter cette problématique et surtout les outils que vous mettez en place. Oui. Non, je pense qu'on peut dire que, sans fausse modestie, vraiment que le projet La Route de l'esclave a contribué à enlever le tabou sur cette question, a contribué à convaincre les États à ouvrir ces pages tragiques de leur histoire. Et on dit souvent qu'ils ont contribué à déracialiser la question de l'esclavage pour montrer que c'est une tragédie de toute l'humanité et que ça ne concerne pas seulement les personnes d'ascendance africaine. Et que c'est l'histoire de tous les pays qui ont contribué parce qu'elle est le fondement même des sociétés modernes, à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau culturel. Mais pourquoi déracialiser? Parce que ceux qui ont été, si vous voulez, les petites mains de ce système sont identifiés, ce sont des Africains. Donc, je dis déracialiser dans le sens qu'on veut montrer que c'est une tragédie qui concerne toute l'humanité et pas seulement que les Noirs. Oui. C'est dans ce sens-là que je le dis, mais bien sûr. Il y a quand même les victimes, il y a le camp des victimes. Oui, non, bien sûr, on sait que... C'est une évidence, d'accord. Et donc, je pense que ça a permis, donc de plus en plus de pays ont lancé des recherches, des universités se sont occupées à traiter ces questions, des dates nationales ont été proclamées dans beaucoup de pays, des dates internationales. Oui. Vous avez des exemples, par exemple? Oui, alors par exemple, les dates internationales, c'est le 23 août. Oui. Vous savez, le 23 août de chaque année, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et pourquoi le 23 août? C'est dans la nuit du 22 au 23 août qu'a commencé la révolte, le soulèvement à Haïti, c'est ça. À Saint-Domingue, à l'époque, ça s'appelait, le soulèvement qui a abouti à la révolution haïtienne, qui a abouti à l'indépendance de Haïti. Et pour nous, c'était très important de choisir cette date-là, même si c'était une date qui tombait pour l'hémisphère nord en pleine période, elle devient symbolique en pleine période de vacances, et que souvent c'est pas toujours évident, surtout si on travaille avec les scolaires. Mais on pensait que c'était, si on devait prendre une date, c'était ça. C'était pas les dates des abolitions qui nous intéressaient, parce qu'on connaît que les abolitions n'ont jamais arrêté le trafic et n'ont jamais arrêté la souffrance des victimes, que ça s'est continué. Mais cette date d'une révolution, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que des personnes mises en esclavage ont vaincu leurs oppresseurs et ont pris le pouvoir et ont imposé l'universalisme des droits de l'homme que toutes les autres révolutions qui sont proclamées n'ont jamais mis en application. Donc, c'est vraiment symbolique et important. Donc, c'est pour ça. Alors, il y a maintenant une autre date. Vous savez, il y a le 25 mars qui a été aussi proclamée par les Nations Unies comme une date pour commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage, et spécialement de la traite transatlantique. Et ça, c'est les Nations Unies à New York, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui l'ont proclamé. Vous savez, il y a la date du 2 décembre chaque année, qui est la date pour l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a eu des dates internationales. Au Brésil, mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis l'entrée en liste de l'UNESCO, qui a fait avancer ces causes-là de beaucoup dans certains pays d'Amérique latine. On voit aujourd'hui au Brésil, les Noirs ont une date aussi nationale pour leur histoire de commémoration. Oui, il y a dans beaucoup de pays d'Amérique
l'Amérique du Sud. Et il y a des pays qui ont... Et d'ailleurs, l'agenda qu'on a fait là, pour reprenne certaines de ces dates pour... ça va nous donner... Pardon, vous voyez le bel agenda que l'UNESCO a mis. C'est votre unité. Oui. Voilà, vous voyez un bel agenda. Alors, ça nous donne l'occasion de parler de la décennie. Mais on finit donc avec les dates. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles vous êtes là, parce qu'il nous faut rappeler à nos États que l'UNESCO à ce projet, enfin à élaborer une résolution à partir de laquelle aux États est demandé de prendre en charge leur population afrodescendante qui sont souvent les plus discriminées, les plus exclues de tout, etc. Et nous avons du mal donc à faire cela en France. On va y revenir, mais avant, donc on finit avec toutes ces dates internationales. Elles sont le fruit de vos travaux, enfin le résultat de vos travaux. De notre plaidoyer, disons, et des recherches qu'on a encouragées, des initiatives qu'on a lancées dans les différents pays, par exemple pour inventorier, préserver les lieux de mémoire, mais aussi tout le travail de réflexion qui a été mené pour qu'on reconnaisse enfin l'esclavage et la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Ce qui a été fait donc avec la conférence mondiale contre le racisme à Durban. Je pense que ce que ce programme a réellement permis, c'est aussi enlever les appréhensions que certains États avaient en pensant que s'ils ouvraient cette boîte de Pandore, ça pourrait déstabiliser les sociétés, créer de la division. Un explosif. Voilà. Et nous, on a montré qu'au contraire, c'est le silence qui peut être dangereux. Si on ouvre cette boîte, mais avec les précautions nécessaires, c'est-à-dire que nous, on ne parle pas de la traite négrière, de l'esclavage, du moins du point de vue de la route de l'esclave, dans une optique de culpabilisation, dans une optique de revanche, mais dans une optique de vérité. Nous voulons qu'on rétablisse la vérité historique. Et de respect, une nécessité de respect aussi. Et nous pensons que c'est seulement à ces conditions-là qu'on peut réfléchir sur les conditions d'une réconciliation nationale, d'une société apaisée. En tout cas, d'un apaisement. D'un apaisement. Si, voilà. Et je pense qu'ils ont vu que finalement, quand on en parlait, au contraire, ça apaisait, les gens s'y reconnaissaient, et qu'en fait, ça créait un débat qui questionnait jusque les nouvelles... Comment vivre ensemble aujourd'hui dans les nouvelles sociétés multiculturelles, multiethniques, multiconfessionnelles, post-esclavagistes. Et quel serait le contenu des nouvelles citoyennetés? Comment aujourd'hui on peut reconnaître ce qu'on appelle le pluralisme culturel, c'est-à-dire le fait que toutes les perspectives culturelles soient prises en compte par l'État, dans l'espace public. Donc c'est toutes ces questions-là sur lesquelles nous travaillons. Et je crois que cette vision holistique que nous avons développée par rapport à cette question, qui n'était pas seulement une vision juste orientée sur la traite elle-même, mais tout ce qui venait autour, l'intégration de ces populations, le présent. Voilà, je crois que ça a facilité et ça a finalement montré l'intérêt et l'utilité de briser le silence sur cette tragédie. Les résistances sont là, mais dans ce que j'entends, il y a les résistances venaient de la part de ceux qui étaient peut-être habités par ce sentiment de culpabilité ou qui ne savaient pas, parce que c'est une histoire récente. Dans l'histoire dramatique que vit l'humanité depuis la nuit du temps, c'est quand même l'un des aspects qui sont les plus récents et qui sont le moins traités, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à travailler. Je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que le sentiment de culpabilité qui explique pourquoi ce silence, mais aussi le sentiment de la honte.
de ceux qui ont vécu aussi. Je crois que c'est une dialectique entre la culpabilité et la honte qui a fait que jusqu'à d'un côté et de la part des victimes, voilà, et qui a fait qu'il y avait cette chape de... Oui, mais les victimes n'avaient pas la possibilité d'écrire leur histoire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué dans notre société. Alors, on passe là-dessus pour dire, donc le travail que vous menez, on ne peut pas dire qu'il soit sorti du cercle peut-être des chercheurs et de l'institution même si vous allez vers les États, il manque quelque chose pour que sa portée soit beaucoup plus générale et que tout le monde aille sur le site de l'UNESCO, s'approprie les outils que vous mettez en place. Il manque quelque chose de l'ordre de la vulgarisation de ces travaux, non ? Oui, bon, la question de la vulgarisation est une question, c'est vrai, essentielle pour tout ce qu'on fait à l'UNESCO. Oui. On a, je pense, on sait faire comment produire de la connaissance, comment mieux la diffuser et la distribuer, et c'est pas toujours celui pour lequel on est le mieux. Ça, c'est vrai. Et je crois que pour la question de l'esclavage, d'abord, on s'est appuyé sur deux choses. Un, sur la recherche scientifique, parce que nous pensions que c'est un sujet tellement sensible qu'il fallait avoir la distance nécessaire pour ne pas être, comme on dit, submergé par l'émotion, la colère. Et je crois que c'était important d'avoir une distance scientifique. Et souvent, d'abord, on a commencé à favoriser les recherches scientifiques. Mais en même temps, nous avions un point d'entrée très intéressant qu'on a exploité. C'est le point d'entrée de la culture. Des arts. Parce que le fait de dire aux gens, écoutez, tout ces patrimoines artistiques dont vous profitez, que ce soit la musique, la danse, que tout le monde, noir comme blanc, enfin tout dans le monde entier, tout ce patrimoine artistique, culturel a un lien avec l'esclavage. Et que donc, si vous voulez comprendre le blues, le jazz, le hip-hop, il faut revenir d'où ça vient et à quoi ces expressions répondaient. Et je crois que c'était une manière pour nous de finalement convaincre certaines personnes qui apparemment auraient pu être réfractaires à cette question, de se dire ça fait partie de votre patrimoine, de votre culture. Et il faut mieux le connaître d'où ça vient pour mieux l'apprécier. Voilà, donc c'était sur ces deux qu'on a joué. Bon, alors au niveau de la vulgarisation, c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on a fait ce film, c'était justement on a publié une série, plus d'une vingtaine d'ouvrages de référence, sans parler des autres ouvrages auxquels on a... Mais c'est des ouvrages pour des spécialistes. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé un peu la vulgarisation par l'audiovisuel et qu'on a ces deux films-là. D'accord. Donc vous vouliez... Donc voilà, Monsieur Moussa Vano Ali Moussaïe va nous donc parler là dans quelques instants du gros travail qu'il mène sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique. Il existe déjà 8 volumes que vous pouvez télécharger. Moi-même, je l'ai envoyé en lien à beaucoup de gens, mais ils sont en train de travailler dans son unité à un 9e volume. Il y a aussi les contenus pédagogiques qui sont diffusés un peu dans des brochures et qui accompagnent ces CD. Et le dernier film s'appelle Instinct de résistance, que vous pouvez voir sur YouTube. Il suffit d'écrire sur Internet Instinct de résistance et vous aurez le film. Et il dure 35 quelques minutes. Maintenant, vous vouliez, donc, pour entrer dans cet autre volet de vos productions, de vos travail, vous vouliez nous parler donc de l'histoire générale de l'Afrique. Le clip est fait pour ça. Le clip, c'est ce qu'il est... Non, le clip qu'on va voir tout à l'heure, c'est sur la décennie des personnes descendues. D'accord. Oui, je crois que le projet de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique est un projet qui, lui, est plus vieux, plus ancien que le projet La Route de l'esclave, puisque le projet de l'histoire générale de l'Afrique a été lancé en 1964, c'est-à-dire au lendemain des indépendances africaines,
que les États nouvellement indépendants africains ont demandé à l'UNESCO de les aider à réécrire l'histoire de l'Afrique, leur histoire. Vous savez, l'histoire de l'Afrique et des Africains est l'histoire la plus falsifiée, la plus dénigrée, la plus malmenée, en fait. Parce qu'il fallait, d'une certaine manière, enlever aux Africains toute appartenance à une civilisation, à une culture, parce qu'on voulait les bestialiser, les animaliser, les déshumaniser. Et le meilleur moyen, c'était de leur enlever toute capacité de producteurs de civilisation et de culture. Donc, vraiment, je peux dire que toutes les ressources ont été mises en œuvre pour justement montrer ça, les ressources scientifiques, les ressources intellectuelles, pour enlever à l'Afrique donc son histoire, sa culture. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous essayez donc les angles d'attaque ou d'approche de cette histoire avait été donc d'abord dans l'accès par la culture et les arts. Il me semble que vous apportez là aussi une analyse et une explication qui est absolument nécessaire, parce que c'est précisément parce qu'on a convaincu les Africains eux-mêmes et les autres que les Africains n'avaient pas de culture, qu'on continue à considérer que voilà, ce dans quoi on vit n'a rien à voir avec l'Afrique. Et en mettant l'accent là, parce que vous prenez l'exemple du jazz, moi je sais qu'il existe en France ou en Europe peut-être plus largement un courant qu'on a baptisé de jazz blanc, parce qu'on refuse de reconnaître que le jazz a les racines africaines du jazz, parce qu'il s'agit de s'approprier d'un style qu'on aime, mais dont on n'aime pas savoir qu'il est une création directe des Africains. Donc ce combat-là que vous menez, il est aussi en même temps de reconnaître le drame et les séquelles de la traite, il est aussi une manière de peut-être de revaloriser, en tout cas de relégitimer l'Africain et son histoire et sa civilisation qu'on a tout à fait délégitimé pendant... Oui, tout à fait. Donc l'histoire générale de l'Afrique, d'ailleurs, est comme la roue de l'esclave, c'est lutter contre trois types de déni. Le déni d'humanité et de dignité. C'est ça. Le déni d'histoire et de civilisation, et enfin le déni de droit et de citoyenneté. D'accord. Je crois que c'est pour ça que l'histoire générale de l'Afrique, d'une certaine manière, elle complète ou elle s'articule avec le projet La route de l'esclave. Parce que nous voulons montrer dans cette histoire-là, c'est que ceux qu'on a déportés et qu'on a mis en esclavage, quel type de culture et de civilisation ils étaient porteurs. Tout à fait. Et c'est très important, surtout pour les gens de la diaspora, des Caraïbes et des Amériques, de savoir que leurs ancêtres n'étaient pas des gens nus qu'on a amenés là, c'était des producteurs et des créateurs de civilisations. Très anciennes. Mais anciennes. C'est que l'Afrique, qu'on a souvent décrit comme un continent sans histoire, est le continent qui a la plus longue histoire de l'humanité, qui s'étale sur 3 millions d'années. Et ce n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le berceau des premières civilisations de l'homme, de l'humanité. Et c'est une fois que l'homme a inventé le feu, domestiqué les animaux, les plantes, fait des outils, qu'il a été l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui, qu'il a émigré sur le reste de... Sapiens. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas évaluer ce que le monde de l'humanité doit à ses premiers hommes. Et les civilisations africaines ne se sont pas arrêtées qu'à ce moment-là, elles ont continué. Il y a eu des périodes, Même lorsqu'ils sont quittés, une partie d'eux ont quitté le continent africain, qui sont allés en Europe. Mais c'est encore en Afrique que, par exemple, une des premières civilisations, les civilisations égyptiennes, est sur le continent africain. Les civilisations de la Corne de l'Afrique, de Aksum, c'est encore sur les civilisations des grands empires à l'ouest de l'Afrique. Et bien sûr, les grands empires de l'Afrique australe. Les royaumes du Congo en Afrique centrale. C'est que dans toutes les parties de l'Afrique, il y a eu des grandes civilisations, des grands États. Et des grands royaumes. Et toutes sortes d'organisations politiques. Du grands empires aux organisations politiques beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus ouvertes. Donc l'Afrique a connu tout type d'organisation sociopolitique. Alors vous avez dit 3 millions d'années.
Hein? Et nous, très souvent, quand on veut nous parler d'une histoire extraordinairement ancienne, on nous dit, y compris la France, qu'elle a 2000 ans. On a une histoire de 2000 ans. Et quand on nous parle d'Europe, on n'est pas en dehors de ces évaluations-là. Alors, à côté de ces 3 millions d'années... oui, mais 2000 ans, il y a 2000 ans, c'est quand l'Égypte, même longtemps avant, l'Égypte était à l'apothéose de sa civilisation. Donc, non, bien sûr, le continent africain, européen est un continent qui est venu à la civilisation longtemps après. C'est tout jeune. Il est tout jeune. Donc, c'était important de parler de cette histoire de l'Afrique pour dire ce que les Africains ont apporté au progrès général de l'humanité. Enfin, apporter, ils sont d'abord là, et c'est à partir de ce qu'ils sont que le monde se développe comme il se développe. La question, c'est que, maintenant, on voit aussi un problème chez les peuples très anciens, c'est que la mémoire est tellement immémorielle, justement, et les transmissions ont été cassées par les phénomènes violents que sont l'esclavage, la déportation, etc. On voit qu'on peut avoir été un peuple premier, extraordinairement civilisé, et avoir perdu la mémoire de cette civilisation, de ce passé extrêmement important, et puis se comporter comme si on était effectivement les sans-culture qu'on nous dit qu'on est. Hein? Est-ce que c'est pas un drame, ça aussi? Non, cette mémoire, du moins en Afrique, elle n'a pas été perdue, et je crois que même dans la diaspora non plus, elle n'a pas été perdue, mais elle a été conservée dans d'autres documents. Et souvent, ces documents, ils sont différents de ce qu'on a l'habitude. Justement, l'histoire générale de l'Afrique a été une première tentative structurée d'utiliser d'autres sources pour écrire cette histoire que les sources écrites. On a utilisé des traditions orales, on a utilisé les récits, les légendes, les mythologies, la musique, les contes comme source de l'histoire africaine. Et c'est en ça que l'histoire générale de l'Afrique que l'UNESCO a réalisée est vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, maintenant, tous les historiens du monde entier utilisent cette méthodologie qui a été mise en place pour aussi convoquer les autres perspectives. Et l'histoire s'écrit en couplant et en croisant ces différents regards. Et pas seulement sur celle des scripts qui écrivaient des choses et qui laissaient des choses écrites, mais aussi les griots, mais aussi les musiciens. Et même les sciences dures ont été appelées pour pouvoir écrire cette histoire-là. Et donc, il y a eu un travail formidable de méthodologie qui avait été fait et qui a fait que les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique sont vraiment une perspective africaine. C'est une perspective africaine et panafricaine. Oui, écrite aussi par des Occidentaux, qui, eux, n'étaient pas dans le souci du déni de toute civilisation en Afrique. Non, il y a eu un débat. Il y a eu un débat, en fait. Il y a des Russes, il y a des tout à fait. En fait, c'était un point de vue. Il fallait donner aux Africains la possibilité d'écrire eux-mêmes. Donc, on a pris le plus grand africain, mais il fallait que le regard soit croisé avec le regard des africanistes, des spécialistes de l'Afrique. Et l'histoire générale de l'Afrique, les 8 volumes, est le résultat d'un dialogue très intéressant, scientifique, intellectuel, entre ces différentes perspectives. Et ce n'est pas une perspective seulement africaine, hein? C'est vraiment le résultat d'un dialogue avec des perspectives. On précise ça parce qu'on aura tendance, comme nous sommes toujours souvent dans des démarches autodestructrices, on aura tendance à dire oui, mais c'est écrit par les Africains et peut-être qu'ils sont en train d'affabuler. Mais là, c'est vraiment le résultat. Alors, moi, je vous dis ça parce que je m'en sers aussi pour mes recherches, mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque volume compte entre 800 et 900 pages, parfois 1000. Ça veut dire que vous avez 8 volumes qui comptent entre 800 et 1000 pages. Je ne sais pas si vous voyez la tonne d'informations et de recherches et rien effectivement n'est laissé au hasard. Et quand vous entrez, ce sont des textes que vous pouvez exploiter, mais de 1000 façons, même pour nos artistes en mal d'objets. Donc il y a tout. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure des projets que vous avez. Je dois quand même préciser qu'il y a aussi une version abrégée de livres de poche que nous avons fait spécialement justement pour les gens qui n'auront pas le temps. Donc c'est le CD là que je vois. Non, dans ce CD, c'est
c'est les versions en PDF de tous les ouvrages dans toutes les langues. Parce que l'histoire générale de l'Afrique a été traduite en 13 langues différentes, y compris 3 langues africaines. Le Kiswahili, le Hausa et le Fulfulde ou le Peul. Mais on a une version abrégée qui est réduite de 250 pages par volume. Et un livre de poche, donc qui permet de lire aussi, passer très rapidement. Et on est en train de faire une série de films. D'accord, mais vous avez fait sortir un DVD en multilingue. Un CD-ROM. Un CD-ROM, pardon. On peut le voir peut-être. Vous pouvez l'avoir sur le site, justement, on peut avoir accès à tout ce qui est sur ce CD sur le site. Voilà, vous le voyez, c'est un CD que vous pouvez télécharger sur le site de l'UNESCO. Il est traduit donc en anglais. Anglais, français, arabe, portugais, chinois, une partie coréen, japonais, et puis 13 langues. Donc il est en français. Donc vous avez sur ce CD l'histoire générale de l'Afrique dans toutes ces langues. Vous voyez, c'est un effort quand même considérable qui est fait par l'UNESCO pour mettre à disposition des documents scientifiques sur votre histoire. N'allez pas dire que voilà, on ne fait rien pour vous. Et surtout qu'il n'y a rien pour se documenter. Je pense que, moi je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps amener des choses déjà pré-cuites. Il y a aussi un effort, je pense, à faire. Il faut aussi chercher l'information si vraiment on est intéressé à connaître. Et cependant, je pense que le public aujourd'hui qui est dans le monde de l'image, c'est en réponse aussi à ces nouveaux besoins qu'on a convaincu une grande productrice et journaliste de la BBC, Zainab Badawi, qui est en train de finaliser une série de 6 films sur l'histoire générale de l'Afrique, que nous l'espérons qui vont être disponibles bientôt sur les télévisions africaines, caribéennes et les grandes télévisions internationales. Et tout le monde pourra le diffuser librement. C'est libre de droit. Non, disons que nous allons acquérir pour les télévisions publiques africaines et caribéennes pour que ce soit une diffusion libre de droit. Je ne pense pas, parce que comme il y avait quand même de financement. Mais sur les télévisions internationales, ces télévisions l'achèteraient. D'accord, mais les autres TV pourraient les diffuser gratuitement. Voilà. Alors, vous nous parlez de la route Histoire générale de l'Afrique. On va en finir parce que vous êtes en train de travailler sur un 9e volume. Voilà, alors donc... Je vais un peu expliquer parce que l'histoire générale de l'Afrique, on l'a fait, ça a pris 35 ans. Ça a mobilisé 350 historiens, experts. Et quand on a fini, le dernier volume a été publié en 1999, on s'est rendu compte qu'en fait, très peu de pays africains l'ont utilisé pour intégrer ça dans les curricula. Alors que dès le début, pour les initiateurs de ce projet, cette histoire ne devait pas rester sur les rayons des bibliothèques. Elle ne devait pas faire dans les salons pour faire bien. Il fallait qu'elle soit traduite en programme scolaire. Et on s'est rendu compte, on a fait des évaluations, des études, que très peu de pays africains, finalement, l'utilisaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Pourquoi? Alors que c'est eux qui l'avaient réclamé. Donc on a lancé la deuxième phase de l'histoire générale de l'Afrique qui était son utilisation pédagogique. Donc on a réuni d'autres experts, mais là, pas seulement des historiens, mais aussi des pédagogues, des développeurs de curricula et tout cela, pour préparer des contenus pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires africaines, mais qui peuvent très bien être réadaptées pour les écoles caribéennes ou américaines. Donc c'est pour les 10-12 ans, 13-16 ans, 17-19 ans, les 3 classes d'âge qui, plus ou moins, selon les différents systèmes éducatifs, sont pris en compte dans les programmes scolaires. Donc on est en train de développer un guide d'enseignants pour aider les enseignants, des manuels scolaires pour les élèves, et des esquisses curriculaires, c'est-à-dire un tableau qui montre quels sont les objectifs d'apprentissage à acquérir, les compétences aussi à développer, etc. Donc, on est en train de vraiment mettre la dernière... Là, le souci est plus pédagogique. Et ça, et dans quelques mois, nous allons donner ça
au ministre de l'Éducation des pays africains, de l'Union africaine, qui se sont engagés à intégrer ça dans leur curriculum. Donc, vous avez établi des petits livrets comme ça. Ça, c'est une brochure pour expliquer la démarche de l'utilisation pédagogique. Utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique. Donc, vous n'êtes même pas laissé seul avec l'outil, on vous aide en plus. Voilà, on a aidé justement pour que les pays n'ont aucun prétexte pour dire « Ah oui, mais je veux bien l'intégrer dans mes programmes, mais je n'ai pas ». Alors là, on leur prépare tout. Bien sûr, maintenant, ça doit être traduit dans toutes les langues d'enseignement, ça doit être adapté à chaque pays, mais ça a au moins l'avantage d'exister, et c'est la deuxième phase. En faisant ce travail, on s'est rendu compte que bien sûr la connaissance bouge, évolue, des nouvelles recherches sont faites, et on s'est rendu compte que peut-être certains contenus de l'histoire générale de l'Afrique a besoin d'être revisés et revus. Alors bon, chaque volume en fait... Mais en faisant la version réduite, résumée, vous l'avez déjà fait ça? La version abrégée a déjà été faite. Oui, elle a été... Vous avez revu des choses? Non, à l'époque, c'était la version abrégée, était la version vraiment un résumé. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des nouvelles recherches en paléontologie, il faut intégrer à nouveau ces nouvelles connaissances. Qui en fait renforçaient beaucoup des choses qui avaient été dites, mais c'est de nouvelles recherches, les nouvelles recherches génétiques par exemple. Donc c'est pour cela qu'on a lancé un 9e volume qui sera en 3 tomes. Chaque tome presque 800 pages ou 900 pages pour actualiser les contenus des 8 volumes et ajouter donc ce qui est vraiment le nouveau. 2, revisiter tout le concept de diaspora africaine. Le tome 2, dans le tome 2, qui sera vraiment consacré à la diaspora africaine, et au nouveau concept qu'on utilise de plus en plus, qui est le concept de africanité globale, Global Africa en anglais. Et enfin, le 3e tome sera consacré aux nouveaux défis que rencontre l'Afrique et ses diasporas. Alors les questions, c'est moins de l'histoire, c'est beaucoup plus de la science politique, c'est beaucoup plus du droit. Par exemple, la question de la nouvelle course sur les terres africaines, la question de l'intégration africaine, la question de la remilitarisation en Afrique, la question de l'explosion urbaine, la question de la jeunesse et des nouvelles technologies en Afrique. Et peut-être aussi de la présence de l'Afrique dans les instances internationales qu'on ne voit jamais. Et la question de la présence africaine dans le monde et l'importance que l'Afrique est en train de prendre aussi dans l'agenda international. Donc ça, c'est le 3e tome qui étudiera ces questions. Donc c'est un autre, ça va être sous forme d'un CD qui compose donc 3 tomes. Et cette histoire de cet effort de redéfinir en fait le sens de l'éclatement de l'Afrique dans le monde. C'est ça que vous n'appelez plus diaspora, mais que vous allez appeler africanité globale ou présence africaine dans le monde. Et ça nous donnera la possibilité de nous décliner en termes d'afro-descendants. Parce que dans nos sociétés, il y a eu beaucoup de résistance à cet ethnonyme, parce que les gens, on est défini comme créole, on ne sait pas, est-ce que dans une société créole, les gens qui se retrouvent là n'ont pas le droit de revendiquer une origine, une appartenance, une culture? Est-ce que parce que les sociétés sont devenues multiculturelles, etc., que nous sommes une espèce d'amalgame complètement inconsistant ou sans? Parce qu'on observe quand même dans ce présumé amalgame, et il y a des groupes qui arrivent à s'imposer en tant que descendants de culture, de civilisation propre. Donc il y a là peut-être aussi une forme de domination symbolique que aujourd'hui peut-être le concept de africanité globale peut nous aider à assumer. Tout à fait. Vous savez, on a constaté que les gens de la diaspora qui souvent renient leur africanité, souvent est dû à un fait. C'est parce qu'ils ont intégré et intériorisé le fait que l'Afrique n'a pas de civilisation et n'a pas de culture. Et que si on leur montrait que l'Afrique
est porteuse de grandes civilisations qui a influencé d'autres grandes. Ils auraient envie de s'identifier. Je crois que c'est plus ça. Donc c'est plus par ignorance et parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils ne veulent pas s'identifier à quelque chose qu'ils considèrent négatif qui fait qu'on revendique d'autres. Mais donc nous pensons qu'en connaissant un peu mieux l'histoire africaine, ces personnes-là reconsidéreront cette manière de se définir. Mais dans le concept d'africanité globale, on veut montrer aussi ce que l'Afrique doit à ses diasporas. Vous savez, il y a eu un flux continu, ça ne s'est jamais arrêté en fait. Oui, c'est ça. L'Afrique, la présence africaine dans le monde et la présence africaine en chacun de, c'est par des choses beaucoup plus difficiles, invisibles que l'Afrique est parfois présente. Il n'y a pas que l'aspect physiologique, si vous voulez. C'est les cultures, c'est les comportements, c'est les points de vue, les perceptions esthétiques. C'est tout cela. Vous-même, vous avez travaillé sur les pratiques de solidarité. C'est tout ça qu'on appelle la globalité africaine. Et de l'autre côté, on voit ce que la diaspora nous a apporté en termes de pensée politique, d'expression culturelle, que l'Afrique a Oui, vous parliez tout à l'heure de Frantz Fanon et d'Aimé Césaire. Par exemple, mais ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Sûr, à partir du 19e siècle, déjà, les pensées des Afro-descendants des Amériques ont beaucoup aidé, et des Caraïbes ont beaucoup aidé les Africains. Donc c'est ça, c'est pour montrer que l'Afrique ne s'arrête pas au rivage, à ses rivages, et que la diaspora ne commence pas de l'autre côté de l'océan ou de la mer, et qu'il y a eu un espèce de flux et des échanges continus entre l'Afrique et ces diasporas, en fait, pour dépasser justement ces divisions d'une certaine manière coloniale, ces divisions coloniales, pour prendre le concept d'africanité globale qui nous semblait beaucoup plus approprié pour montrer la complexité de cette réalité-là. Donc on revient à quelque chose qui va un petit peu colmater les brèches causées par les ruptures violentes qui sont dues au fait de l'histoire esclavagiste, mais aussi à d'autres moments. Par exemple, actuellement aussi, on voit que l'Afrique est en bouleverse, comme on dit en créole, à cause du fait que, il y a des problématiques qui sont le plus locales et les gens s'en vont. Et ils sont reçus dans des conditions abominables qui rappellent un peu, qui frôlent l'inhumanité. Mais enfin, on va finir avec, chers téléspectateurs, je vous rappelle que l'UNESCO met à votre disposition des outils, des outils que vous pourrez utiliser en allant sur le site. Vous pouvez les télécharger, ils sont gratuits. Donc n'oubliez pas qu'il existe déjà les 3 volumes voilà, le site s'affiche à l'écran. Il existe déjà les 8 volumes de l'histoire de l'Afrique dans beaucoup de langues, donc sur ce CDI. N'oubliez pas qu'il existe le premier film qui a été fait, qui s'appelle Route de l'esclave, et qui est vraiment une vision globale très intéressante. Et puis un 9e volume est en train de travailler sous forme de 3 tomes qui vont être aussi mis à votre disposition. Donc l'Afrique moderne sera aussi intégrée à ce travail sur l'histoire. Et aujourd'hui, vous voyez, les problématiques sont plus fortes parce qu'il s'agit de planter l'Afrique et ses descendants ou bien ses enfants dans le monde duquel on l'a exclu, et on continue à l'exclure. Et je voulais vous demander votre avis là-dessus, parce que beaucoup de personnes, d'étudiants vivent, et moi je l'ai vécu aussi avec les étudiants africains en Allemagne, il leur est impossible d'écrire des thèses ou des mémoires en se référant à des auteurs africains. On leur refuse les travaux scientifiques qui comporteraient des noms d'Africains, et j'ai aussi une collègue qui a travaillé sur les questions de transmission, enfin d'entraide, etc. Et les membres du jury, donc ça s'est passé à l'Université des Antilles-Guyane, les membres du jury ont refusé son explication en termes d'héritage africain. On l'a renvoyé à une Afrique rêvée.
qui n'existe pas, qui n'existerait pas. Parce que je veux bien, je vous ai entendu, je vois votre optimisme, et moi je pense qu'il faut qu'on aille vers cela. Mais il y a, et c'est pour cela que je voulais savoir pourquoi l'unité de lutte contre le racisme et la discrimination avait disparu, mais apparemment c'est remplacé, relayé par autre chose. Mais il me semble que l'un des gros combats qu'il y aura à mener, c'est celui de faire accepter les références africaines dans la pensée du monde. C'est quand même extraordinaire qu'on dise, parce que c'est dit par un Africain, alors ça serait teinté de je ne sais quoi, et ça n'est pas acceptable dans un travail scientifique. Non, mais là, vous posez vraiment un vrai problème, un problème qui existe effectivement, et ce problème concerne la maîtrise et le contrôle du discours, discours intellectuel et scientifique sur soi. Bien sûr qu'il y a encore des gens qui veulent encore garder et contrôler ces discours-là. Mais je pense qu'ils n'en auront plus les moyens tellement parce que la connaissance est diversifiée. Et je crois aujourd'hui les Africains produisent tous les jours. Beaucoup. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui disqualifierait une thèse parce que c'est vraiment bon. Mais quel recours ont-ils? Parce que je connais des gens. Quel recours? Parce qu'ils sont moins bien notés. Ou alors moi, des étudiants dont je vous parle pour l'Allemagne, ils n'ont pas pu soutenir leurs travaux. Mais vous savez, c'est une lutte. Hein. Il faut que les étudiants qui font des thèses justifient, montrent aujourd'hui. Justement, l'histoire générale de l'Afrique, il y a déjà une bibliographie incroyable. Ah oui. Et nous-mêmes, dans le cadre de 9e volume, ce qu'on est en train de faire, on va faire à côté, pour aider les enseignants, on va faire des ouvrages de référence qui vont prendre des idées et des pensées des grands penseurs africains et afrodescendants sur tout le long, à commencer presque au Moyen-Âge. Il y en a eu dans le monde arabe, dans le monde atlantique. Donc on est en train de récolter pour qu'ils puissent s'y référer. Et donc il y a un travail de collecte donc de références. Souvent le problème que rencontrent d'ailleurs les étudiants qui travaillent sur des thèses de mémoire, ils ne trouvent pas ces ouvrages-là dans les bibliothèques universitaires. Il n'y en a pas, même ici c'est difficile. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle du processus de décolonisation de la connaissance. Et je crois que bien sûr il y aura des obstacles, mais il ne faut surtout pas se faire impressionner par ce qu'ils nous disent, parce que ce vieux débat de croire que quand c'est un Européen qui parle, c'est universel, et quand c'est un Africain ou un Amérindien ou un Indien qui parle, c'est spécifique. Tout ça est dépassé aujourd'hui. L'Europe c'est dépassé, mais les pratiques sont là. Oui, les pratiques sont là, mais intellectuellement, quand même, avec les études subalternes, les études postcoloniales, on a ramené l'Europe à son provincialisme européen. Donc, tous les peuples ont le droit et la possibilité d'accès à l'universel, et tous y contribuent d'une manière ou d'une autre. Et donc, aujourd'hui, un professeur qui refuserait, disqualifierait une thèse parce qu'il y a des auteurs africains ou afrodescendants seulement qui sont cités, étant quelqu'un qui fait de l'idéologie. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il faut le dénoncer. Il faut le dire aussi aux étudiants. Oui, il faut le dénoncer parce que là, ce n'est plus de la science, c'est de l'idéologie. D'accord. Ils ont un recours dans ce cas-là? Le recours, il faut voir, dans chaque université, il y a sûrement peut-être des médiateurs, il y a sûrement, mais il faut qu'ils s'organisent aussi par rapport à ça. Mais ce n'est pas acceptable. Mais c'est une souffrance, mais qu'on n'imagine pas. Moi, je n'ai pas été confrontée à ce problème-là, donc je n'ai pas... mais quand j'ai rencontré ces personnes qui m'ont parlé de cette difficulté, c'était une souffrance immense, parce qu'elles ont l'impression d'être totalement démunies face à cet arbitraire. Parce que oui, c'est un arbitraire. C'est un arbitraire. Et comment continuer à vouloir avoir le monopole de la pensée? Je trouve ça même presque naïf. Mais c'est une ambition, c'est encore un héritage de la colonisation et de l'esclavage, mais moi-même personnellement je l'ai rencontré quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Moi je suis en sciences politiques, mais j'ai fait ma thèse de doctorat sur de l'anthropologie politique. Je suis allé étudier le contrat sociopolitique des pasteurs, des nomades somalis de la Corne de l'Afrique. C'est vraiment un contrat sociopolitique incroyable. C'est un droit pénal, une constitution politique et un code de conduite éthique. Et il n'y a rien
qui a été fait sur ça, à part peut-être un livre fait par un Anglais qui s'appelle The Pastoral Democracy, la démocratie pastorale, mais qui était plus ou moins... Mais moi, j'ai vraiment étudié de manière méthodique sur le terrain. Et mon jury, effectivement, quand je passais le jury, il y avait un membre du jury qui me disait « Oui, mais vous ne faites pas référence aux études sur les droits coutumiers et tout ça. » Mais je lui ai dit « Mais monsieur, moi, ma thèse, je l'ai située non pas dans ce qui s'écrit sur les droits coutumiers, mais dans ce qui s'écrit dans les études somaliennes. » Et donc, il n'y a rien d'écrit sur ça. Les quelques écrits qu'on a vus. Mais j'ai utilisé, je lui dis, j'ai interrogé pendant 5 années, j'étais sur le terrain et j'ai interrogé les bibliothèques orales, les anciens, les gens qui connaissent, qui sont structurés, parfois même plus structurés que des livres écrits. Tellement quand je leur pose une question, la manière dont ils développent, ils posent les questions, et j'ai utilisé leurs connaissances et je leur ai dit, elles sont aussi pertinentes que si j'avais utilisé des connaissances d'un regard extérieur, en plus qui ne comprenaient rien. Et je crois que, bon, j'ai eu aussi de soutien, d'autres, y compris le professeur anglais qui avait écrit ce livre, qui était membre de mon jury, que d'ailleurs, par ailleurs, j'ai contesté certaines de ses thèses, m'a soutenu en disant oui, l'important... C'est au choix de l'étudiant, du doctorant, de choisir dans quel contexte il place ses études. S'ils l'ont placé dans les études somaliennes, vous n'y connaissez rien, c'est votre problème. Mais il le place dans les études somaliennes. Et il a dit, moi je connais les études somaliennes, c'est vraiment une production, c'est un travail pionnier qui est fait là et ça mérite. Donc c'est comme ça. Donc je l'ai rencontré personnellement. Il y a sûrement encore, mais là c'était il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, mais je pense qu'il y en a sûrement peut-être encore qui charrient, qui continuent à porter ce regard, cette connaissance coloniale et ce contrôle du discours intellectuel. Mais je pense que c'est aussi aux étudiants... Donc le contrôle va s'exercer de moins en moins, enfin on espère. Mais vous avez dit une chose importante, il faut aussi que les gens s'organisent pour s'opposer à ça, parce qu'on subit trop souvent cette espèce de dictat et puis on pense qu'on ne peut rien contre cela. Parce qu'il n'y a nulle part, en plus, il n'y a aucune loi dans les universités, je ne sais pas si ça existe, qui dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un abus de pouvoir d'un professeur de pouvoir ressortir une règle qui dit que ce qui n'est pas, si on n'a pas pris des auteurs occidentaux soi-disant reconnus et que les autres ne sont pas légitimes. Je trouve que c'est, normalement, c'est même à la limite quelque chose qui pourrait être porté devant le conseil universitaire parce que c'est du racisme. Écoutez, c'est très, très, très à l'œuvre et actuel. Alors, voilà, chers téléspectateurs, réfléchissez aussi pour ceux d'entre vous qui êtes étudiants ou qui connaissent ce problème. Il faut le poser, il faut refuser aussi. Bien sûr que certaines personnes s'approprient ou s'érigent en seuls penseurs, etc. Bon. Donc, nous avons vu le 9e volume de l'histoire qui est en travail. Et puis, vous avez produit, donc pour revenir, on peut peut-être montrer le petit CD, le petit clip, pour revenir. Donc, on va revenir à la décennie des personnes d'ascendance africaine. Mais avant, vous avez produit un film qui est... Alors, ce n'est pas la suite, ce n'est pas non plus une synthèse du premier film sur les routes de l'esclave. Vous l'avez appelé « Instinct de résistance ». Oui, en fait, c'était un film plus orienté pour les jeunes. Et d'ailleurs, que nous avions développé avec des jeunes, avec des écoles, avec des enseignants, pour vraiment être sûr qu'on touche bien la cible de la jeunesse. Et qui est plus court aussi, 35 minutes, qui utilise des images de films, qui est un peu plus, même la musique, donc qui essaie vraiment... Et il y a une voix off qui raconte... Il y a une voix off, et voilà, il y a aussi des images, des extraits de films sur l'esclavage qu'on a pris, et puis on utilise la musique, la danse aussi pour un peu aussi intéresser les jeunes. Le slam à la fin. Le slam à la fin. Voilà, donc c'est une version un peu plus peut-être plus grand public.
C'est-à-dire, elle est aussi plus courte, donc pour les jeunes parfois qui ont du mal à se concentrer, ça peut être intéressant. Vous pouvez, en tapant Instinct de résistance UNESCO, vous allez trouver le film disponible, mais aussi sur le site, on vous a mis tout à l'heure l'adresse du site de l'UNESCO, et regardez-le. Enfin, moi, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision globale qui, si vous voulez, démystifie aussi des versions, des préjugés qui sont toujours contre les victimes de l'esclavage. Il faut faire attention, en même temps que ça vous ouvre sur d'autres horizons. Alors, comme le temps presse maintenant, vous allez nous parler de la décennie des personnes d'ascendance africaine, qui est aussi une initiative de votre institution. Non, cela, bon, on y a contribué, mais je crois que c'est une initiative des États membres des pays de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, mais aussi des pays africains, qui ont vraiment poussé à ce que les Nations Unies proclament une décennie pour les personnes d'ascendance africaine, parce que ces personnes subissent et sont confrontés à un type de racisme particulier. Oui. Ils sont dans beaucoup de pays dans des conditions particulières de marginalisation et qu'il y a tout un discours et une idéologie sur leur marginalisation. Et que cette décennie permettrait justement de lutter contre tous ces pratiques de discrimination, de racisme, de préjugés raciaux. Institués, oui. Voilà, donc, c'était l'idée. Donc, il y a eu un grand débat pendant plusieurs années au niveau des Nations Unies pour que, oui ou non, faut-il une décennie? Oui. Finalement, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en décembre 2014 donc, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, 2015-2024, voilà la décennie, pour justement pousser tous les États membres des Nations Unies à activer, renforcer les politiques de lutte contre les discriminations afin que ces personnes jouissent de tous leurs droits politiques, sociaux. Vous avez montré tout à l'heure ce bel agenda. Donc, on a fait un agenda, nous, comme une contribution à l'UNESCO. Donc, tous les agences des Nations Unies sont chacune à son niveau censées y contribuer. Donc, ils peuvent l'acheter sur le site. Là, on l'a pas mis, on le distribue aux partenaires. On ne les vend pas, mais peut-être bientôt, certains nous ont suggéré une idée d'en faire une version électronique. Voilà. Parce que ce qui est intéressant dans ce agenda, c'est qu'il donne toutes les dates importantes, les dates d'émancipation, les dates d'abolition de tous les pays où... Avec de quoi prendre. Oui. Mais vous avez des personnalités. Ah oui, et puis il y a des textes aussi Et puis ça, effectivement, chaque année est inscrite dans l'agenda, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à 2024. Donc vous aurez quelque chose qui va vous rappeler tous les jours, que vous, jusqu'en 2025-24, que vous êtes dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. Voilà. C'est magnifique. Oui, ça c'est un outil pour un peu faire promouvoir la décennie. Mais on a fait aussi un petit clip, bon, peut-être qu'on pourrait montrer. On peut voir le petit clip, voilà. Petit clip pour... D'accord.
merci. Vous voyez le logo, vous pouvez aussi le télécharger. Il me semble avoir vu. Et puis vous la posez sur la vitre de votre voiture ou à la maison ou partout. Faites exister cette décennie parce que dans notre société, on n'en entend pas parler alors que ce n'est pas un crime. Au contraire, c'est une ouverture justement sur la diversité de notre société et sa composante qui est celle qui est la moins connue et dont on ne parle toujours pas parce que l'année 2011 avait déjà été l'année des personnes d'ascendance africaine qui avait été transformée en année des Outre-mer. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le projet de départ. Et puis là, c'est quand même... Vous avez parlé d'une résolution. L'Assemblée générale des Nations unies adopte donc cette formule. Et donc, alors, est-ce que c'est une obligation qui est faite aux États ou juste une suggestion de s'occuper de leur population d'origine afrodescendante parce qu'elles sont effectivement plus exposées au phénomène de discrimination et de racisme? Oui, il y a eu, comme j'ai dit, un débat pour vraiment convaincre, et une majorité des pays, une grande majorité des pays ont été d'accord, se sont entendus sur la nécessité de politiques spécifiques. Et la France aussi. Elle a fait partie ou pas? C'est l'Assemblée générale. Donc, oui. Donc, une fois qu'une résolution de l'Assemblée générale sont prises par consensus, parfois il y a des votes aussi, mais en tout cas, ça a été adopté. Donc, tous les pays membres des Nations Unies sont censés engager des programmes pour justement contribuer à la mise en œuvre d'un programme d'activité spécifique qui a été défini. D'accord. Il y a un programme d'activité qui accompagne, qui vraiment décline les différents types d'activités que doivent faire les gouvernements, les organisations internationales, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles. Vraiment, le programme est bien... C'est le texte qui s'appelle résolution, etc. Voilà, donc là aussi, on peut trouver toutes les informations nécessaires sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ce n'est pas l'UNESCO, mais le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est l'agence chef de file, puisque c'est la suite de Durban, de programme de Durban. Comme c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui avait coordonné la réunion de Durban, c'est eux aussi qui continuent à coordonner cette décennie. Donc on peut trouver On peut trouver donc sur le site le programme, la résolution en elle-même, la déclaration et le programme d'activité. Et je dois rappeler, c'était sous le thème, 3 thèmes ont été choisis, ou un triptyque. C'est reconnaissance, justice, développement. Donc cette décennie est placée sous ce thème reconnaissance, justice et développement. Donc, il couvre l'ensemble, en fait, des problématiques auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine. Alors, l'une de ces problématiques, c'est justement la difficulté de se loger et la question du travail, puisque une partie des composantes très importantes de nos populations vivent le chômage. Et en général, on ne fait pas le lien entre cette histoire traumatique difficile, les structures des sociétés donc dit du Nouveau Monde, et le chômage plus grand chez nos populations afrodescendantes. Et le dire, c'est se faire traiter de raciste ou etc. Mais en fait, les faits sont là et on les étudie et on sait, notamment sociologiquement, comment chercher les causalités des problèmes qui se vivent ici. Donc sur la question de la décennie, de instinct de résistance. Je reviens un tout petit peu pour vous dire que moi j'avais l'impression que les personnes qui sont prises, qui représentent, ne sont pas nécessairement... Il y a des composants de nos populations qui ne sont pas métissées et j'ai l'impression qu'elles se reflètent moins dans les supports qui sont créés parce que c'est aussi ça, nos populations sont médiatisées. Alors il faut le dire, c'est un travers de, je ne sais pas,
de ceux qui choisissent ou qui sélectionnent. Les populations les plus, on va dire, qui ont les traits les plus négroïdes, comme on se les représente entre guillemets, se sentent moins représentées. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Parce qu'on les voit moins. On voit, même sur le clip, on voit quand même beaucoup de métis à peau très claire. Mais nos sociétés ne sont pas faites que de gens métissés. Il y a vraiment des composantes africaines qui doivent pouvoir se retrouver, se refléter, sentir refléter, prises en compte dans ces problématiques-là. Et je pense que ça aussi, c'est un travers dans la manière que nous avons de... Non, vous avez raison que parfois il y a une certaine invisibilité de certains phénotypes qui ont été tellement négativisés, dévalorisés justement par cette intériorisation de racisme et tout cela. Bon, dans le clip, c'est vrai que c'est un clip qui a été fait en collaboration avec d'autres, mais il y a quand même, on a essayé de montrer la diversité des phénotypes en fait, c'était plus ça notre souci, mais effectivement, dans le cinéma, dans les images... Foncée, elle apparaît peu. Oui, elle apparaît peu. Si, quand même. Mais c'est vrai, mais ce problème existe dans la publicité, dans le cinéma, parce que c'est les canons de beauté qui ont été définis. On est encore sous l'influence des canons de la beauté qui a été définis aux époques coloniales. Mais il faut aussi en même temps dire qu'en Afrique, il y a une diversité aussi, dans l'Afrique même. Non, je sais, mais les peaux foncées sont majoritaires. Mais je trouve que, alors ça c'est peut-être un détail, mais je le dis parce que je sais, pour en parler, entendre les gens en parler, qu'ils ne se sentent pas représentés, même lorsqu'on parle d'eux. Les peaux les plus foncées ne se sentent pas représentées. Et ça, à mon avis, on devrait peut-être y prêter attention parce que c'est aussi d'autres souffrances. Oui, c'est pour nous, etc. Mais en même temps, quand on veut visualiser des choses, voilà, on n'est toujours pas dedans vraiment. Moi, je suis d'accord avec... je suis d'accord avec... C'est un problème. Il faut qu'on y travaille. C'est un problème symboliquement très fort et qu'il faut... Même vraiment... dans le recrutement des personnes qui vont médiatiser le discours, très souvent, c'est... Bon, sur les questions de publicité ici, on a déjà beaucoup rouspété, mais aujourd'hui, on sert à tout le monde, parce que la société de consommation est ce qu'elle est, de beaucoup de prospectus, même des catalogues, où il n'y a aucune image de la population locale qui représenterait la diversité. Et c'est directement sorti de France et parachuté ici. Et les populations ne réclament pas parce que leur projection dans l'espace public n'est pas une demande qu'elles sentent nécessaire de formuler. Donc elles consomment. Elle se voit médiatiser le consommateur moyen par des figures, voilà. Mais enfin, bon, on ne revient pas là-dessus, on ne s'étend pas là-dessus. Vous avez deux choses à nous dire qui sont très importantes. C'est que toujours dans le travail de fourmi que vous menez, mais constant, vous avez créé une coalition internationale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Donc on aurait dû en parler quand on a parlé de l'histoire, mais ça vient un petit peu après. Je n'étais pas sûre qu'on aurait eu le temps de le dire. Alors, ça concerne tous nos artistes. Oui, alors, on a créé cette coalition parce qu'on s'est rendu compte, et vous l'avez soulevé, mentionné tout à l'heure, que on a beau faire des travaux de recherche intéressants, mais le distribuer, le diffuser est toujours un problème. Toujours un problème. Et donc, on essaie d'utiliser tous les moyens à notre disposition, les moyens audiovisuels. On a fait le film. Mais nous avons pensé aussi que les artistes sont des grands prescripteurs. C'est vraiment des gens qui déjà utilisent l'histoire générale de l'Afrique. Parfois, certains en parlent, l'évoquent dans leur création, l'utilisent. Mais c'est aussi des gens qui ont une influence sur le public, le grand public. Et plus particulièrement sur les jeunes. Et qu'ils ont une manière de toucher directement le cœur, parfois sans vraiment penser forcément par l'intellect. Et nous avons pensé que là, c'est vraiment aussi, surtout quand ils sont eux-mêmes mobilisés et conscients de ça, que ça pourrait être un peu de porteur du message de l'histoire générale de l'Afrique. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a créé cette coalition internationale pour que les artistes la rejoignent, pour qu'ils puissent utiliser
essayer de passer un certain nombre de messages qu'on va mettre à leur disposition dans leur création, leurs chansons, leurs films. Sur le site de l'UNESCO, ils peuvent trouver ça. Oui, voilà. Mais aussi pour que eux-mêmes, quand ils ont, souvent les artistes ont des médias sociaux, ils ont eux-mêmes des Twitter, ils ont Facebook, qu'eux-mêmes relaient ce qu'on est en train de faire. Et que chaque fois qu'ils sont interrogés, interviewés, parce que souvent ils sont devant les médias, qu'ils en parlent de cette histoire. Qu'ils en parlent et qu'ils incitent les gens à aller connaître cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'on a créé. Alors jusqu'à maintenant, on a 150 artistes qui ont rejoint. Et là, je voulais m'adresser aux artistes des Caraïbes et de Martinique, de Guadeloupe, que vraiment, nous serions heureux d'avoir aussi des artistes de cette partie du monde à rejoindre cette coalition. Vous avez déjà fait beaucoup de choses, à parler de l'histoire, de vos ancêtres, à parler de toute la contribution des personnes d'ascendance africaine au progrès de l'humanité. Et là, à travers cette coalition, je pense que nous pourrions aussi faire un chemin ensemble pour nous aider à apporter ce message-là à tout le monde et plus particulièrement aux jeunes. Alors, il faut qu'ils s'inscrivent? Alors, il faut qu'ils signent ce qu'on appelle une lettre d'engagement. D'accord. Or, ils ne s'engagent pas beaucoup. On sait, les artistes eux-mêmes, les difficultés qu'ils rencontrent pour assurer leur art. Mais ils s'engagent à un minimum pour justement avoir ça à l'esprit. Ils s'engagent à en parler dans les interviews, selon les possibilités, bien sûr, qu'ils s'engagent aussi à diffuser. Voilà. Donc, ils doivent signer cette lettre charte d'engagement. Et ils sont inscrits. Ils sont inscrits, donc on les met. Et donc, si on fait quelque chose, ou si eux-mêmes font quelque chose, on fait appel à eux, ou ils font appel à nous, et on leur fournit toutes les documentations dont ils ont besoin pour pouvoir justement utiliser cette histoire-là et pouvoir dans leur création. Donc, c'est dans le but de vulgariser l'histoire générale de l'Afrique. Voilà. Faire connaître. Donc, ce sont des supports. Vous avez aussi parlé d'une émission qui s'entend sur RFI avec Elikia Mbokolo tous les dimanches à 16h en France et qui serait donc dans nos régions à 10h ou 9h du matin suivant le décalage horaire. Oui, alors toujours dans cet effort de vulgarisation de ces connaissances, nous avons aussi lancé avec RFI, donc on a signé un accord avec RFI, le groupe France Média Monde, donc RFI, pour la diffusion d'une émission hebdomadaire tous les dimanches, une émission animée par... qui s'appelle Mémoire d'un continent. Oui, Mémoire d'un continent, qui est une émission qui date depuis 30 ans. Je crois qu'il y a toute une génération de décideurs africains et même de Caraïbes qui ont écouté cette émission Mémoire d'un continent qui parlait de l'histoire de l'Afrique. Donc, on a réorienté cette émission pour que désormais, tous les dimanches, Elikia Mbokolo, qui est un grand historien, qui est aussi le président du comité scientifique de l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique et qui a été aussi un contributeur de la première phase des 8 volumes. Et donc, à animer cette émission et à aborder un aspect de cette histoire-là tous les dimanches. Donc, l'émission est diffusée à 16h, heure de Paris, qui ici, je pense, correspond... Avec le décalage horaire, on n'a pas fait 5 ou 6 heures, donc voilà, on va pouvoir... 10h ou 11h. Donc, il interviewe des chercheurs africains ou afrodescendants, mais aussi des artistes. Justement, là, en ce moment, il a interviewé une série d'artistes qui sont déjà impliqués dans ce travail pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés à s'intéresser à l'histoire. Et il y aura d'autres émissions. Donc, ça a commencé en février 2016. Ça va continuer normalement une année, donc en février 2017. Et si nous, après évaluation, on voit que ça a été vraiment apprécié et utile, on pourrait donc recommencer une autre année. D'accord. Donc voilà, vous voyez autant d'outils, de moyens aussi mis à votre disposition et une possibilité d'exploitation de ces outils. Voilà, ne dites pas que vous n'avez rien. Il y a des gens qui travaillent pour vous, mais il faut effectivement relayer leurs travaux. Et puis vous avez parlé donc ça c'est une... Je voulais vous poser une question par rapport à... Donc il y a tout ce travail, cet engagement
de l'histoire de l'Afrique qui devrait ouvrir sur des programmes dans les écoles, donc des contenus pédagogiques utilisables directement par les enseignants. Donc ce qui peut aussi se faire en utilisant les forces disponibles comme les artistes. Et vous parlez aussi donc de cette histoire-là comme d'une action une action salutaire à toute l'humanité. Oui. Pour conclure, pour conclure, je pense que c'est, bien sûr, les Africains et les Afro-descendants doivent d'abord se réapproprier leur histoire. Je crois que ça, c'était essentiel et c'est important, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'histoire générale de l'Afrique et même la route de l'esclave. Maintenant, il ne faut pas qu'ils s'enferment dans leur africanité et dans leur particularisme. Je crois que le monde aujourd'hui est arrivé à un tournant où tous les modèles, ils sont même trop universalistes. Où tous les modèles qui ont été jusqu'à maintenant imposés ont montré leurs limites. Et je crois que s'il y a une culture, des civilisations qui n'ont pas été encore, dont le potentiel n'a pas encore été exploité, c'est bien les cultures et les civilisations africaines du continent. Et je crois que ces cultures et ces civilisations ont des ressources incroyables à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de l'expression artistique, comme ça on connaît un peu, mais aussi au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de l'organisation sociale. La récupération des matériaux. La récupération des matériaux, les différentes organisations sociopolitiques, les méthodes d'entraide. Tout ça sont des ressources que l'Afrique a, qui n'a pas été réellement utilisées. Et qu'aujourd'hui, elle pourrait mettre à la disposition non seulement des Africains, des Afro-descendants, mais aussi de toute l'humanité, pour nous sortir de cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui et pour trouver des alternatives au système actuel qui a montré vraiment ses limites et sa nocivité. Donc, mais on dit que c'est l'Afrique qui nourrira l'humanité demain. Alors maintenant il y a le grand débat. Est-ce que le 21e siècle sera africain ou non? La deuxième partie. Je crois qu'il le sera si, et seulement si, on relève le défi. Les Africains relèvent le défi de réutiliser les ressources culturelles de leur culture pour se réinventer des alternatives complètement différentes de ce que jusqu'à maintenant on leur avait imposé. Voilà. Donc ça leur demande de croire en eux. De croire en eux, de croire en l'humanité et de croire à la capacité des nouvelles générations africaines de réinventer, de se réinventer. Et vous êtes donc très largement contributeur de ce nouvel essor par les travaux que vous menez dans votre unité à l'UNESCO. Modestement, mais je suis qu'un coordinateur, mais c'est surtout les chercheurs africains, les penseurs africains qu'on essaie de mettre ensemble. Oui, on essaie de contribuer chacun à notre niveau et selon nos moyens. Voilà, donc malheureusement, vous voyez, on aura encore des tonnes de choses à vous dire, mais l'émission arrive à son terme. Je vous demande de saluer vos téléspectateurs qui auront, à mon avis, beaucoup de plaisir à vous avoir écouté, et j'espère que vous aurez des questions qui vous remonteront, puisque l'émission sera après sur YouTube ou dans les réseaux où que vous voudrez, et vous pourrez donc aussi continuer à dialoguer avec Monsieur Moussa Alié. Et qui est donc, quel est votre titre exact? Coordinateur du programme? Alors le titre exact, c'est je suis le chef de la section Histoire et mémoire pour le dialogue, coordinateur donc du projet La Route de l'esclave et de l'histoire générale de l'Afrique. Voilà, tout est dit. Vous voulez saluer vos téléspectateurs? Ça a été vraiment un plaisir d'avoir un dialogue avec Juliette, et je crois que c'est un dialogue nécessaire. J'espère que il n'y a pas eu trop d'informations qui vous ont été données d'un seul coup. Surtout, je voudrais que vous alliez chercher l'information, parce que souvent on se plaint qu'il n'y a rien, qu'on n'a rien trouvé, mais en fait il y a beaucoup plus d'informations disponibles sur nous-mêmes, sur notre histoire qui existe, et je crois que ça demande un petit effort. Et aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication nous permettent, sans aller dans une bibliothèque, d'accéder à beaucoup de ces informations. Je crois qu'il faut y aller, et je crois que c'est en faisant cet effort, mais aussi en échangeant, en discutant, en faisant des sujets de débat entre vous, que je pense qu'on pourra relever le défi qu'on mentionnait tout à l'heure, d'une réappropriation
de notre histoire et de notre culture, et aussi pour redonner non seulement à nous, à nos enfants, mais aussi à l'humanité tout entière. Voilà le message que je voulais laisser et je vous remercie de votre attention. Merci Ali. Bon, il a tout dit. Moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez bien saisi. Vous pourrez réécouter l'émission pour vous documenter, puisque les sites existent, etc. Le site de l'UNESCO notamment. Je vous remercie infiniment. Je vous dis donc tout le plaisir que j'ai eu de recevoir M. Ali Moussa Eye. Et j'espère donc qu'on se retrouve ensemble dans la prochaine émission. À bientôt.